Bonjour à tous. Voici une petite vidéo de présentation des bases du langage SQL. Donc c'est le langage sur lequel nous travaillons pour cette dernière partie de l'année. Donc normalement vous avez dû déjà commencer à utiliser et à explorer un petit peu puisque vous avez dû déjà commencer à travailler, je l'espère, sur un TD. Donc le TD qui portait sur la base World que j'ai sous les yeux. Je n'ai plus en tête exactement toutes les questions posées, mais bon, normalement, voilà, il y avait quand même une petite découverte du langage. Alors donc, nous avons affaire à un langage qui est un vrai langage informatique, par contre un petit peu différent dans son esprit, dans sa syntaxe, bien sûr, des autres langages, comme le langage Python. Donc ici, le but n'est plus d'écrire des scripts qui exécutent de manière séquentielle des opérations qui se complètent les unes les autres, etc. On a quelque chose d'extrêmement différent. L'échelle de travail, c'est le plus souvent ce qui aurait été une ligne en Python. Là, c'est pas tout à fait une ligne parce que ça peut être beaucoup plus gros. C'est vrai qu'en Python, une ligne, c'est court. Là, on est sur des requêtes, ça s'appelle des requêtes qui peuvent être grosses. Physiquement, elles peuvent prendre plusieurs lignes, voire même, on peut imaginer des requêtes qui feraient 7-8 lignes, voire même dans l'absolu, même beaucoup plus. Mais enfin, d'un point de vue strictement formel, une requête, c'est une instruction, si vous voulez. En fait, il faudrait plutôt faire une comparaison avec du langage, c'est une phrase. Une requête, c'est une phrase. On est beaucoup plus dans une optique grammaticale, si vous voulez. Et c'est vrai que l'idée n'est pas tellement ici d'accumuler des requêtes les unes à la suite des autres. C'est pas tellement l'idée. L'idée, c'est plutôt de concevoir. Concevoir une requête à chaque fois. Une requête qui fait quelque chose qui fait ce qu'on veut. Qui cherche les informations que l'on souhaite, puisqu'on va essentiellement se focaliser sur des requêtes qui recherchent, et non pas des requêtes qui modifient une table ou une base. Donc, nous allons concevoir des phrases. Je crois que vraiment on peut employer le mot, c'est des phrases. Elles ont une structure grammaticale, et elles se terminent par un point-virgule, qui est le signe de ponctuation à la fin. Les requêtes que nous allons voir pour le moment sont des requêtes qui interrogent une base de données et elles commencent toutes par le même mot qui est le mot select, que normalement vous avez déjà vu. Alors select, c'est là toujours au début et puis ensuite vous avez un certain nombre de parties dans la requête. Tout à l'heure j'ai parlé de phrases, on aura le droit de dire des parties dans la phrase qui vont jouer un rôle logique, bien entendu. Alors le résultat ressemble d'ailleurs à une phrase en anglais. C'est une phrase, plus ou moins naturelle si vous voulez, mais enfin, ça ressemble effectivement à une phrase. Les différentes parties s'appellent des clauses. Une requête est constituée de différentes clauses. La requête la plus simple, se contente juste qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus simple? Le plus simple, c'est juste en fait d'interroger la base au sujet d'une seule table en s'intéressant à toutes les lignes de la table. Donc on s'intéresse à une ou plusieurs colonnes. Alors, si je prends la table, mettons city. Donc city, on peut demander tout. On peut demander tout. Donc select étoile, vous l'avez vu normalement. From, on voit une clause, la clause from. From, donc ça s'appelle city. Voilà, donc là on a vraiment la requête la plus simple qui soit. Elle ne filtre rien du tout. Il y a 4079 entrées dans cette table et la requête SQL que je viens d'exécuter retourne 4079 lignes ou enregistrements. Et chacune de ces lignes comporte, ici c'est le même nombre de colonnes que dans la table de départ, mais bien sûr je peux restreindre. Je peux mettre par exemple name, virgule, population. Voilà. Population. Donc ici, j'ai mes 4079 lignes, mais je n'ai plus que 2 colonnes ici. Bon, voilà une requête SQL simple et en même temps typique. Alors on peut... Néanmoins, ce qui est intéressant,
très vite, parce que bon, le langage SQL, il faut qu'il apporte quelque chose. S'il était juste là pour nous recopier des informations qui sont déjà quelque part ailleurs dans un fichier, ça n'aurait pas forcément un intérêt extraordinaire. Donc l'intérêt, c'est quand même, on va le voir, on a un langage extrêmement puissant qui va nous permettre de filtrer. On n'est pas obligé de retenir toutes les lignes, et puis de faire un certain nombre de choses, qui peuvent aller de calcul arithmétique élémentaire, on peut faire des opérations sur différentes colonnes par exemple, jusqu'à des choses plus complexes, comme par exemple enchasser des requêtes les unes dans les autres, utiliser une requête comme partie d'une autre requête. Bon, et puis évidemment toute la puissance du SQL va venir de sa capacité à mettre en relation différentes tables aussi. Faire des regroupements. Une des parties essentielles du cours, ce sera les regroupements aussi, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que les premières lignes que j'ai sous les yeux, si je ne dis pas de bêtises, viennent du même pays, c'est l'Afghanistan. Les 4 premières lignes viennent de l'Afghanistan. On pourrait s'intéresser, on pourrait regrouper ces lignes ensemble. On pourrait se demander vraiment quelle est la population totale des villes situées en Afghanistan aussi. Alors on va donc en fait construire des requêtes de plus en plus complexes en ajoutant des clauses. C'est un peu sommaire comme explication, mais c'est l'idée. On va ajouter des clauses, donc on va avoir des requêtes de plus en plus grosses, si vous voulez, de plus en plus construites, en utilisant les différentes clauses que le langage SQL nous propose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple ici? Alors, je pense que le plus simple qu'on pourrait envisager dans un premier temps, c'est déjà de filtrer. C'est-à-dire, en fait, de sélectionner certaines lignes plutôt que d'autres. Parce que certaines ne nous intéressent pas. Donc, si je m'intéresse à qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'intéressant comme idée, si je prends la table country, il y a des continents. Tiens, alors regardons un petit peu la tête de ces continents. Donc c'est la table country. Voilà, alors par exemple Europe. Tiens. Alors je peux m'intéresser à voilà, le nom des pays qui sont situés en Europe. Alors, select name, puisque c'est le même nom de colonne ici, from country cette fois, where, continent, like, Europe. Bon, j'exécute. L'Albanie, l'Andorre, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, etc. Autriche, c'est pas l'Australie. Quand on va en Autriche, on peut acheter un t-shirt. On peut acheter un t-shirt sur lequel il y a écrit No Kangaroo in Austria, parce que bon, évidemment, les touristes sont parfois un petit peu ignares. Alors ils découvrent qu'ils se sont rendus en Austria et ils ont toujours entendu depuis leur plus tendre enfance qu'il y avait des kangourous dans un pays comme ça. Donc ils sont persuadés qu'il y a des kangourous en Austria. Donc les Viennois et les Autrichiens de manière générale sont très très attentifs à bien faire comprendre aux touristes que l'Autriche n'est pas la même chose que l'Australie. Alors revenons au SQL. Regardons un petit peu cette requête. Alors déjà, je vous propose de l'indenter. C'est la propreté. On est dans un langage qui est beaucoup plus souple que le langage Python en termes de casse, c'est-à-dire majuscule, minuscule. En termes d'indentation, de retour à la ligne, etc. Oui, mais vous allez... Enfin déjà, de manière générale, la clarté, c'est quand même la première qualité d'un programmeur. Et deuxièmement, la clarté, c'est aussi une très bonne qualité pour un candidat de concours. Donc, essayez de faire un effort. Essayez de revenir à la ligne au début de chaque clause. Essayez d'avoir une utilisation logique de l'indentation, car même si elle n'est pas prise en compte par le langage, essayez-vous que ce soit clair. Par exemple, la clause where peut devenir extrêmement complexe quand il y a quand il y a des conditions complexes qui sont coordonnées avec des conjonctions telles que and ou or. Essayez, même si vous revenez à la ligne, avec une indentation, de bien montrer que vous êtes toujours dans la même clause where, que lorsque vous êtes sorti de la clause where, vous revenez au même niveau, un petit peu comme en Python. Bon, c'est peut-être plus libre, mais essayez quand même d'avoir une présentation cohérente. Dans une copie, essayez d'écrire en majuscule les mots-clés du langage. Ça permettra de bien distinguer des noms des tables, qui souvent commencent par une majuscule. Alors évidemment, le langage, je l'ai dit, il est souple au niveau de la case, donc ça marche quand même, mais essayez-vous de mettre une majuscule au début des noms des tables, au début des noms des colonnes.
et d'écrire ensuite en minuscules. Je cherche à filtrer ici les lignes de la colonne country, de la table country, en ne gardant que celles pour lesquelles la colonne continent comporte l'information Europe. Bon, je pourrais évidemment l'écrire avec égal. Dans ce cas-là, il faudrait vraiment que je sois absolument certain de l'orthographe. Donc Europe majuscule au début, le reste en minuscule, ça marche. Bon, moi, la règle que je suis, je ne sais pas si elle est écrite quelque part, mais je vous donne le conseil et je pense que c'est un bon conseil, c'est d'utiliser le comparateur d'égalité, qui est un comparateur extrêmement strict, vous le savez bien, dans le cas où vous avez des informations dont vous savez avec certitude qu'elles sont formatées d'une certaine manière. Par exemple, si je vois que les codes, hein, vous voyez la colonne de gauche, c'est les codes sont vraiment, je dirais, normalisés ici. Hein, on voit 3 caractères majuscules, d'accord. Par contre, ici, je suppose que probablement les noms des continents sont toujours écrits de la même manière, que le mot Europe est systématiquement écrit de la même manière, mais je ne peux pas en être certain. Je ne peux même pas être certain que la personne qui a procédé à la saisie n'aurait pas pu laisser échapper un espace, par exemple, après le mot Europe, hein, qui me prouve que dans une table qui contiendrait beaucoup de données, ça n'est jamais arrivé. Donc, je pense que quand on manipule des données qui sont moins normalisées, il est préférable de prendre un comparateur qui est souple. En SQL, le grand comparateur de ce genre, c'est like. Il sert à comparer donc des chaînes de caractères et il ne fait pas tout. Mais au moins, il permet de s'affranchir des problèmes liés à la casse. Hein. Après, il ne gère pas les espaces oubliés, ça c'est autre chose, mais bon, au moins c'est déjà ça. Du même coup, pour bien montrer l'idée, j'écris Europe ici en minuscule et je mets like avant. Donc, je pense que le lecteur qui verrait cette requête comprendrait bien mon souci de souplesse à cet endroit-là. Mais ce n'était pas l'idée ici, c'était l'idée de where. Donc voilà, hein, where, ici une condition qui porte sur une chaîne de caractères. Après, je pourrais faire une condition de taille, tiens, ou de population. Hein, on va prendre la population. Alors, dans ce cas-là, je manipule des données numériques. Hein, donc, population supérieure à, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je suppose que si je prends 350 millions, c'est-à-dire 350 millions, hein, donc 3, voilà, 3.5 E8, il y en a, j'aurais cru qu'il y en aurait plus, on va prendre 150 millions alors. Voilà, parfait. Alors je vais mettre la population, ça sera intéressant. Voilà, name population. Je demande donc 2 colonnes, la colonne nom et la colonne population dans la table country, alors from, j'ai oublié de préciser, from comporte pour le moment une table. Après on verra qu'on peut complexifier la clause from avec des jointures qui permettent de rattacher une table à une autre table selon un lien logique. Pour l'instant, donc on a juste quelque chose de simple, hein, je vais mettre le nom de la table. Where population, donc supérieure à 150 millions, je l'ai écrit en notation scientifique, bien sûr, elle est autorisée ici. J'ai 6 enregistrements, hein, donc Brésil, Chine, Indonésie, Inde, Pakistan et États-Unis. Donc voilà. Ici, donc, on a quelque chose qui porte, c'est une comparaison donc arithmétique. Hein. Vous avez donc bien sûr tous les comparateurs habituels, plus grand, plus petit, supérieur ou égal. Attention pour supérieur ou égal, hein, à moins que vous manipuliez des données particulières. Quand on parle de base de données, on pense très souvent à des données de ce type. On est rarement dans un souci d'égalité stricte. Hein, donc supérieur convient parfaitement ici. Bon, je dois avoir between, hein, donc je vais essayer de me souvenir de la syntaxe qui peut être utile quand on interroge des tables. Si je veux, si je m'intéresse à tous les pays qui font entre, mettons, 50 millions, donc si je ne dis pas de bêtises, 5 E7 et 200 millions, donc 2 E8, est-ce que ça marche? Là, je pense que ça n'a pas marché. Where population, between. Ah non, erreur. Alors, erreur, ça ne marche pas comme ça. Comment est-ce qu'on fait? Non, c'est peut-être around. Voilà.
voilà, hein, donc là, il y en a 20. Voilà, et donc vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, la logique de la phrase qui est censée ressembler plus ou moins à une phrase en langage naturel. Hein, donc ça se voit bien ici. Bon, ça me choque un tout petit peu que le and soit utilisé ici dans un sens qui n'est pas le sens logique habituel, mais bon, par contre, ça vous donne une phrase impeccable, si j'ose dire. Hein. Select name, population from country where population between 50 millions, on a dit, and 200 millions. Donc voilà, j'en ai 20. Hein. Voilà. Après, donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc, le principal, je pense, pour nous, ce sera des conditions qui portent sur des chaînes de caractères, des conditions qui portent sur des valeurs numériques, donc surtout des comparaisons ou des encadrements, comme c'est le cas ici. Après, bon, j'oublie forcément des tas de choses. Hein. Bon, après, la vidéo peut bien sûr être complétée. Ce qu'on peut peut-être... alors bien sûr, je peux joindre, hein, je peux par exemple faire ceci. Hein, je peux mettre par exemple, je veux les pays qui font entre 50 et 200 millions d'habitants. And, alors cette fois, je mets une deuxième condition, mais cette fois, donc le and a bien le rôle habituel en informatique. And, quoi, on n'a qu'à dire le continent, hein, like, et là je mets Asia, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Parfait. Donc voilà, là je n'ai plus que 8 pays dont la population fait entre 50 et 200 millions d'habitants et qui se trouvent sur le continent asiatique. Donc voilà, dans un premier temps je vais m'arrêter là pour where, j'y reviens dans un instant. Alors là, quand je vois ça, peut-être une autre chose qui pourrait nous venir à l'esprit tout de suite, c'est peut-être assez souvent important en SQL, l'idée que peut-être j'aimerais les récupérer de manière ordonnée. Hein, donc là, tout simplement, order by. Et vous voyez que je continue ma phrase. Hein, select quelque chose from la table, where, hein, donc la condition, order by. Hein, je termine comme ça en disant order by, donc ordonné par le nom de la colonne qui m'intéresse. Donc ici, ce serait population. Donc voilà. Mais probablement, vous attendiez autre chose. Hein, vous voyez qu'ici, elles sont ordonnées de manière croissante. Alors, on est habitué assez souvent à voir des résultats plutôt décroissants. On a en première ligne le maximum. Alors, tout dépend bien sûr des données qu'on manipule. Mais évidemment, ça se fait de manière relativement simple en SQL. Desk. Hein, donc, quand je mets order by, l'ordre implicite, c'est ask. Par défaut, c'est ask, ça veut dire ordre ascendant. Mais si je précise desk à la place, j'ai l'ordre décroissant. Je pourrais aussi souhaiter que... attendez, ça ne va pas marcher. Je peux trier selon deux colonnes. Hein. Si je prends par exemple continent, virgule, name from country. Alors la clause where n'est pas obligatoire. Je peux la passer. Tout peut plus ou moins être sauté. Hein. La seule chose seulement important, c'est select. Hein. Tout le reste est facultatif. Order by, je peux mettre deux noms de colonne. Je vais mettre continent, virgule name. Et donc là, qu'est-ce que cela fait? Vous voyez que je vais avoir dans l'ordre alphabétique tous les pays classés par ordre alphabétique, donc du continent. Mais vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont en Afrique. Et donc, à l'intérieur du continent africain, ils vont être classés par ordre alphabétique. Donc le Botswana apparaît ici en premier. Et un peu plus loin, nous passons à l'Antarctique, c'est pas vraiment très intéressant. On passe à l'Asie. Vous voyez, Asie, premier pays, Afghanistan. Deuxième, Arménie. Troisième, Azerbaïdjan, etc. Donc là, je les trie selon une double clé, si vous voulez. Un continent, puis non. Alors là, donc, on a des interrogations qui restent simples. Hein. Elles restent simples dans la mesure où vous voyez, je me contente de donner des noms de colonnes à chaque fois qui sont des noms de colonnes qui existent dans la table. Je trie selon les noms de colonnes qui existent dans la table. Bon, et je filtre selon des colonnes aussi de manière relativement directe. Alors bon, en fait, on a quand même une certaine puissance dans le langage qui autorise, pas forcément, je dirais, à des calculs arithmétiques sophistiqués, mais au moins, je dirais, des calculs simples. Donc regardons notre table. Je vois par exemple, je vois la surface et la population. Hein, donc sous les yeux, j'ai ces deux colonnes côte à côte. Je peux évidemment
je parlerai aussi après de la colonne null dont j'aurais pu parler et que j'ai oublié. Alors je finis. Surface population, ça me fait penser à la densité. On va faire quelque chose de ce genre. Regardez. Je souhaite trier les pays par leur densité de population et aussi récupérer cette densité. Donc je veux le nom du pays, mais je voudrais quelque chose d'autre, et ça n'existe pas actuellement. Il n'y a pas de colonne densité. Par contre, j'ai ça qui est intéressant dans une base de données. On évite la redondance, et de mon point de vue, il aurait été dommage justement de mettre la densité dans cette table, dans la mesure où c'est une information redondante. La densité est une information qui est contenue dans les deux autres. Donc, ce que je peux faire, c'est la division. Je peux écrire population divisé par surface area, from country. Bon, déjà, je peux faire ça. Hein. Donc, from country, je mets le point virgule. Vous voyez qu'ici, j'ai l'Égypte qui a 78 habitants par... alors, par quoi? Je ne sais pas quelle est l'unité pour la superficie. Hein. Bon, on s'en fiche. En tout cas, j'ai ce que je voulais. Hein. Vous voyez que, évidemment, le Sahara occidental est moins dense que ne l'est l'Espagne. Alors voilà, l'Angleterre est très dense, hein, très très dense, beaucoup plus dense que le Gabon. Mais bon, justement, Gibraltar est très très dense. Alors évidemment, c'est un pays un petit peu à part, c'est un tout petit pays. Mais donc évidemment, il est normal que dans ce genre de petits pays, on ait des surfaces, des densités qui soient énormes. Mais bon, ce que j'aurais voulu, c'est qu'elles soient classées. Alors, je peux le faire, bon évidemment, je peux le faire de manière un petit peu bête, en refaisant la division. Order by population divisé par surface area. Alors, oui, puis je vais mettre desk, comme ça j'aurai les plus peuplés en premier, bon, et qui ne sont pas forcément très, très intéressants non plus, parce que c'est à chaque fois des villes, des États-villes. Mais voilà, hein, on arrive à Malte, aux Maldives, le Bangladesh. Voilà, là on arrive donc à des pays qui sont extrêmement denses. Bon, deux problèmes. Premier problème, c'est la redondance. Hein. J'ai ici écrit un calcul arithmétique à deux endroits, c'est le même. Et évidemment, s'il était encore plus gros, j'aurais dû le recopier deux fois. Alors, il y a un deuxième petit problème que vous n'avez peut-être pas vu. Bon, en fait, il apparaît, il est sous vos yeux ici. Vous voyez que j'obtiens une table. Alors, bon, le résultat d'une requête SQL est toujours une table. Hein, c'est à savoir, parce qu'on verra qu'on peut utiliser une requête dans une requête. Donc, le résultat de cette requête est une nouvelle table qui fait 2 colonnes et 239 lignes. Le nom de la première colonne, c'est name. D'accord, c'est effectivement le nom d'un pays. Le nom de la deuxième colonne, c'est pas très joli, c'est population sur surface area, et ça pourrait être bien pire. Hein, imaginez qu'on fasse un gros calcul arithmétique avec des parenthèses et plusieurs opérateurs, ce serait le nom de notre colonne, donc on aurait un nom de colonne qui ne tiendrait même pas sur l'écran. C'est tout à fait réaliste, hein, ce que je dis comme situation. Donc là, c'est problématique. En termes de présentation, d'accord, mais enfin là, j'ai envie de dire, on s'en fiche. C'est également important d'un point de vue informatique, dans la mesure où, si l'on voulait enchasser cette requête, ça servait de la table produite par cette requête, si on voulait interroger cette table par une deuxième requête externe qui l'interrogerait, comment ferait-elle pour accéder à cette colonne-là? Là, c'est problématique, on n'a pas un vrai nom de colonne. Donc, ce que je vous propose, et donc en réalité c'est une des possibilités offertes par le langage, c'est de renommer à la volée notre colonne. Hein, donc on dispose d'un système qui en fait qui porte comme nom un mot-clé qu'on a déjà vu en Python, c'est tout simplement as. C'est un mot qui existe, on ne l'a pas beaucoup vu, mais c'est un mot qui existe en Python lorsque vous importez soit un module, soit une fonction dans un module. Vous pouvez la renommer de manière dynamique. Là c'est pareil, si j'écris population divisée par surface area as, alors density, j'ai fait une petite faute, voilà, density, je vais renommer à la volée cette colonne sous le nom de density. Vous voyez, ça se répercute dans l'affichage qui apparaît ici. Bon, là où le langage devient quand même assez intéressant, c'est que je peux
réutiliser cet alias ailleurs dans ma requête. Donc là, on a quelque chose qui devient assez joli du point de vue de la structure grammaticale et puis même linguistique de la requête, puisque ça donne ceci. Select name population sur surface area as density from country, order by density desk. Donc on a, vous le voyez, une requête qui devient beaucoup plus fluide dans sa structure. On peut employer le mot grammatical ici. Donc vous voyez qu'on a ici un calcul qui sert aussi bien au niveau des résultats que je récupère qu'au niveau donc même de la logique de la construction de la table résultante, puisque ça sert également, ça sert à deux choses. C'est une information que je récupère et c'est aussi une clé de tri qui est utilisée ici. Donc voilà une requête qui, tout en restant une requête de type simple plutôt, commence à être assez, voilà, elle est beaucoup moins naturelle et intuitive qu'au début. Alors je peux ajouter une clause qui serait la clause where. Where density, density, on va mettre, on va éliminer les villes pays qui sont moins intéressantes ici. On peut s'intéresser exclusivement aux pays dont la densité serait inférieure à 1000. Donc voilà, le mot density, on n'a qu'à dire la colonne density, qui est une colonne que je construis de manière dynamique, est utilisée aussi bien dans la clause where que dans la clause order by. Donc voilà, vraiment j'insiste, quand je vous ai parlé de non-redondance des informations dans une base de données bien conçue, vous l'avez sous vos yeux. Je trie, je filtre la table, donc j'élimine des lignes, j'ordonne la table et je récupère des informations qui ne sont pas physiquement enregistrées. Je les construis selon mes propres besoins. Donc c'est là qu'on sort totalement des possibilités qui seraient offertes par un formulaire. Vous voyez qu'on peut, je crois, quelque part, voilà, on peut sélectionner ici, plus ou moins, ça ne va pas très loin, on peut plus ou moins sélectionner des informations à l'aide d'un système de formulaire. Tiens, je vais prendre les pays asiatiques, vous voyez, ici, mais ça a des limites dont je vous ai déjà parlé. Plus le système est convivial, moins il est puissant. Quand vous voulez vraiment maîtriser ce que vous faites, vous êtes obligé de renoncer à ce genre d'interface pour basculer dans du langage. Et donc c'est ici ce que le langage vous permet. Bon, je reste dans des requêtes simples. Je me suis rendu compte tout à l'heure en ayant sous les yeux les données que j'avais oublié de vous parler d'une information particulière contenue par dans certaines colonnes pour certains enregistrements. Vous voyez, c'est quand même trop présent pour qu'on ne le voit pas immédiatement ici. Vous voyez que certaines colonnes sont vides. Elle comporte ici donc simplement un mot-clé qui est grisé, qui est null. N-U-L-L. C'est important. Nul, ça n'est pas 0, par exemple, pour prendre l'espérance de vie. C'est une valeur différente. Quel que soit le type de données de vos colonnes, chaîne de caractères ou nombre pour prendre les plus courantes, vous avez toujours la possibilité de mettre une valeur particulière qui est la valeur, si vous voulez, ce n'est pas vraiment une valeur, mais qui est un marqueur, null, qui indique que la donnée n'a pas été renseignée. C'est très justement, ça n'est pas une valeur. Ce n'est pas une valeur, et ça se comporte d'ailleurs de manière très très particulière dans les tests notamment, de ce point de vue-là. Donc il faut absolument le savoir. Il existe en SQL une possibilité comment dire, certaines colonnes ne sont pas remplies, et donc il est d'usage donc de les faire apparaître avec ce mot-clé null, et c'est un mot-clé du langage que vous avez la possibilité d'utiliser vous justement pour tester ces cases-là. C'est un test qu'il faut connaître. Tout à l'heure j'ai parlé des tests, mais justement on va le faire apparaître. Donc on va prendre une nouvelle requête qui serait par exemple name continent. Et puis qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre justement, on va prendre année d'indépendance. Bon, c'est un peu curieux comme idée de la part des concepteurs de la base, mais vous voyez qu'ils ont choisi de faire apparaître pour chaque pays
l'année où ces pays sont devenus indépendants. Bon, c'est un peu curieux parce que dans le cas de beaucoup de pays, les choses ne se présentent pas historiquement de cette manière-là. Mais ça va être pratique pour ce que je vais vous montrer ici. Donc, je tape From Country, et cette fois, je vais les filtrer. Je voudrais, tiens, voilà, par curiosité, quels sont ceux pour lesquels cette année d'indépendance n'a pas été renseignée. Alors, vous ne pouvez le faire que d'une seule manière. C'est capital. Hein. Une seule manière, c'est le test is nul. Voilà donc le résultat. Hein. Donc là, vous voyez qu'effectivement, je vais prendre par exemple Gibraltar. Bon, voilà, Gibraltar en Europe. L'année d'indépendance n'a pas été renseignée. Bon, je serais incapable d'entrer dans les détails. Hein. C'est très compliqué. La Palestine, c'est extrêmement compliqué, évidemment. Mais on ne va pas entrer donc dans les questions d'histoire. Ici, ça n'est pas renseigné. Vous pouvez, en sens contraire, faire un test sur les enregistrements pour lesquels la colonne in d'appuyer comporte une valeur, quelle qu'elle soit. On ne sait pas ce que c'est. Même si c'est une donnée fantaisiste du type 0, ça reste une valeur. Et donc, dans ce cas-là, le seul test possible est celui-ci. Voilà tous les pays pour lesquels c'est renseigné. Hein, le Kenya, indépendant en 1963. Alors, c'est capital parce que je sais que quand je manipule des bases de données, surtout quand je n'ai pas fait de SQL depuis un long moment, il y a toujours un problème qui ressort, hein, ça, on l'oublie très très vite, c'est que le test que vous avez sous les yeux, is not null, n'est pas contenu, que je ne dise pas de bêtises, voilà, il n'est pas, non, pardon, on va prendre is null, voilà. Je prends is null, donc voilà la requête de tout à l'heure. Tous les pays pour lesquels cette année d'indépendance n'a pas été renseignée, ce test n'est pas contenu, malgré les apparences, dans un test qui serait notamment un test de différence. Regardez, si je veux connaître tous les pays qui ont été indépendants en 1963, bon, je prends cette date parce que je l'avais vu tout à l'heure, c'est le Kenya. J'en ai un, ce serait plus amusant si vous pouvez avoir une année qui sert à plusieurs reprises. On va prendre, tiens, 1991, c'est, je suppose, l'explosion de l'URSS, sans doute. Alors, je vais prendre ça, ce sera un petit peu plus joli. Regardez tous les pays qui ont été indépendants en 1991. Il y en a 18. Combien est-ce qu'il y a de pays dans la base? Je ne me souviens plus. Il y en a 239. Alors, 239 moins 18, ça fait quoi? Ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 221. Vous seriez en droit de penser que si je fais un test d'inégalité, quels sont les pays pour lesquels l'année d'indépendance ne date pas de 1991, il va y en avoir donc 221, j'ai dit. En effet, hein, s'il y en a 18 en 1991 et s'il y en a 239 en tout, ça veut dire qu'il y en a 221 qui ne sont pas indépendants, qui n'ont pas connu leur indépendance cette année-là. Or, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est très très curieux, c'est contre-intuitif. Nous n'avons que 174 résultats. Ça veut dire qu'il en manque plein. Où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Ils sont... alors ça, vraiment, c'est un gros problème. À chaque fois, ça crée des problèmes quand on n'a pas l'habitude. En fait, ils sont passés tout simplement dans la petite phrase que j'ai prononcée tout à l'heure quand j'ai dit « Attention, la seule manière de tester qu'un enregistrement comporte est nul, est marqué hein, il veut dire comme ça, il est marqué nul, c'est ceci. » Il y en a 47. Alors faisons le calcul. 47 plus, j'ai déjà oublié le précédent, hein, on va refaire ça, c'est intéressant. Alors, combien ont été indépendants en 1991? Il y en a combien? Il y en a 18, hein, je note 18. Combien n'ont pas connu leur année d'indépendance en 1991? Alors ça peut se noter en SQL, il y a deux signes pour noter la différence, soit le même signe qu'en Python,
vous l'écrivez comme ceci, point d'interrogation égale, soit un vieux signe qui était utilisé autrefois, qui n'est plus beaucoup utilisé, qui est celui-ci. Bon, je l'aime bien, moi, mais il est moins courant que l'autre. C'est la même chose. Il y en a 174 qui sont répertoriés dans la base comme ayant une année d'indépendance autre que 1991, ce qui ne nous fait pas nos... je ne sais plus combien il y en avait 239. Hein. Où sont passés les autres? Alors, je fais mon dernier test, c'était ceci. Is null. Et il y en a 47. Alors, voilà, nos 239 sont ici. Il y a donc 18 pays indépendants en 91, 174 dont l'indépendance est connue et où ça n'est pas 91, et 47 pour lesquels ça n'est pas marqué. Et donc là, je reprononce la phrase tout à l'heure. Le seul test qui retourne vrai pour un enregistrement marqué nul, c'est celui-ci. De manière contre-intuitive, la différence, je reprends la notation que vous connaissez donc plutôt comme ceci, la différence n'englobe pas le signe nul. Dit autrement, la valeur nul n'est pas une valeur différente de 91. Le test différent ne s'applique qu'à des valeurs renseignées dans la base. Donc, pour le dire de manière, je dirais, expéditive, mais vraie, hein, c'est tout à fait exact, les cases nulles font échouer tous les tests en dehors du test is null. Vous pouvez faire comme vous voulez. Encore une fois, le plus intuitif, c'est d'essayer d'y arriver par des différences numériques ou les différences de chaîne de caractères ou ce que vous voulez. Mais vous ne réussirez jamais à faire rentrer un enregistrement nul dans votre test, sauf par le biais de ce test-ci, is null. Donc c'est très particulier parce que ce sont des valeurs à part. Enfin, encore une fois, ce ne sont pas des valeurs. Ce sont les cases ici sont marquées de manière séparée par rapport donc au type. Parce que bien évidemment, les cases ont un type de données. Donc des entiers, des flottants, des chaînes de caractères et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors là, nous avons commencé à faire un petit tour hein, d'une requête simple. C'est-à-dire une requête qui interroge un nombre de colonnes préexistants ou à la limite, on l'avait vu pour la densité, bon, construit à la volée, mais construit, vous le voyez, de manière directe par opération arithmétique sur des colonnes donc, qui sont déjà là, sur une seule table. Hein. On a mis à chaque fois une clause from, et donc elle portait sur une seule table. Et ensuite, on a mis à chaque fois... donc on peut mettre, enfin c'est facultatif, on a mis une... on a mis donc un test, une clause where qui permet donc de filtrer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici, c'est plus amusant, is not null. Voilà, donc j'élimine tous les pays pour lesquels donc, cette année d'indépendance n'est pas renseignée. J'ajoute la clause order que nous avons vue tout à l'heure, donc je vais ordonner le résultat de cette table par année d'indépendance croissante, on n'a qu'à mettre. Donc comme c'est croissant, c'est facultatif, je n'ai pas obligé de préciser ask, mais je l'écrirai après. Moi j'aime bien, en SQL, j'aime bien être le plus explicite possible, donc j'aime bien le mettre, même si, bon évidemment, par défaut, c'est déjà cet ordre-là. Alors vous voyez que le Népal est le pays qui... Ah non, ça commence beaucoup plus haut. La Chine a une année d'indépendance qui est moins 1523, donc 1523 avant notre ère. Je suppose, je ne sais pas à quoi ça correspond, et l'Éthiopie, vous le voyez, c'est assez étonnant aussi, mais c'est vrai que j'ai le souvenir que c'est un pays extrêmement ancien. Le Japon aussi, hein, bien sûr, les trois pays qui ici sont présentés hein, comme ayant une autonomie, disons, politique plus ancienne hein, que l'ère commune. Alors ce qu'on pourrait faire pour continuer, pour terminer surtout, ce serait d'ajouter une autre clause qui est bien pratique parfois, qui serait limite. Il peut arriver que pour une raison ou une autre, je ne souhaite pas avoir tous les résultats. Je peux, par exemple, bon,
Bon, par exemple, déjà quand on travaille et qu'on tape beaucoup de requêtes à la fois parce qu'on essaie de construire une requête, on en a marre parfois de voir les résultats qui défilent, surtout quand on travaille dans un terminal par exemple. Donc je peux simplement, pour vérifier que ma requête est bien construite, souhaiter simplement avoir les 15 premiers résultats. Donc voilà, hein, ici je n'ai que les 15 premiers résultats, hein, ça apparaît ici. Ce sera même encore plus visible si je mets les 3 premiers résultats, vous le verrez tout de suite à l'écran. Je n'ai que les 3 premiers résultats. C'est assez pratique. C'est un des moyens, ce n'est pas le plus joli je trouve, mais c'est un des moyens d'avoir un maximum ou un minimum. Ici j'ai un minimum, j'ai la Chine, je mets un order by suivi d'un limite 1. Bon, j'aime pas trop ça parce qu'il est possible également en SQL de faire des recherches de maximum ou de minimum, mais voilà donc ici quelque chose que je peux faire, hein, limite, qui peut comporter plusieurs paramètres, hein, c'est à connaître. Si je voulais connaître le deuxième pays le plus ancien, hein, de ce point de vue-là, je peux dire que je souhaite commencer à 2. Et alors si je veux les 3, si j'en veux 3 commençant au deuxième, je peux l'écrire comme ceci. Alors c'est comme en Python, ça commence à 0, donc je vais écrire comme ceci. Et vous remarquez que si je voulais me poser comme question quel est le deuxième pays le plus ancien du point de vue de son autonomie politique, il me suffit d'écrire ceci. Je tombe sur l'Éthiopie. Limite peut contenir un seul paramètre, auquel cas c'est le nombre de résultats que je veux obtenir. Ou bien il peut en contenir 2, auquel cas je mets l'indice du premier. Alors évidemment, ça n'a d'intérêt que si... la clause limite n'a d'intérêt que s'il existe une clause order by. Sinon, ça c'est stupide. Donc, je peux mettre 2 arguments. Le premier, c'est l'indice du premier pays que je souhaite retenir. Si je veux m'intéresser au deuxième pays le plus ancien, je vais mettre 1 parce que la notation commence à 0. Donc 1, c'est l'indice du deuxième pays. Et puis le nombre de résultats que je veux. Donc si j'en veux 3, je mets 3. Mais si ma question c'est quel est le deuxième pays le plus ancien en termes d'autonomie politique présent dans la base, la requête est exactement la suivante. Order by indep year ask limite 1,1. Et je tombe bien sur l'Éthiopie, mais vous vous souvenez que c'était bien le cas tout à l'heure, puisqu'on avait bien vu que la Chine était en premier et l'Éthiopie en deuxième. Bien, bah voilà une jolie requête. Alors je peux remettre, hein, puisqu'on a ici donc une requête. Alors je vais mettre ceci, voilà, les 3 pays les plus anciens. On a ici une requête alors que je continue de qualifier de simple, puisqu'essentiellement elle ne porte que sur une seule table. Ensuite, parce qu'elle ne reconstruit pas la logique de la base. Hein. Vous voyez ici, même si je filtre les lignes, si je les ordonne, en réalité, pour le moment, je n'ai pas chamboulé la structure de la table, y compris si j'ajoute des colonnes comme la densité du pays que nous avions calculé de manière dynamique tout à l'heure. Hein. On est sur des requêtes simples. Je parle de requêtes plus complexes à partir du moment où on fond des lignes ensemble, par exemple toutes les lignes du pays toutes les lignes du continent européen, si je veux les fondre ensemble pour faire la somme de tous les habitants d'Europe. Si bref, je veux obtenir une nouvelle table qui me donne la population par continent, là je commencerai à dire que nous sommes sur des requêtes plus complexes parce que je transforme réellement la structure de la table. De même, si j'essaie de faire des jointures entre différentes tables, par exemple, si je m'interroge sur le nom de la capitale de la Chine, vous voyez bien que la capitale de la Chine n'est pas dans la table country, mais vous voyez que en même temps j'ai des moyens de la retrouver puisque il y a ici une valeur numérique qui est un identifiant. Cet identifiant est l'identifiant d'une ville qui est présente ailleurs dans la base. Donc là, pareil, je vais construire des requêtes qui seront plus complexes puisque je vais essayer de mettre bout à bout le nom d'un pays qui est dans cette table et le nom d'une ville qui est dans une autre table. Donc là, ce sont des requêtes plus complexes. Là, je crois que du point de vue des requêtes simples, on peut difficilement voir quelque chose d'autre. Hein. Il est tout à fait possible que j'ai oublié quelque chose, mais je pense que vous avez en tout cas les bases. Peut-être la dernière chose que j'ajouterai, hein, pour moi c'est important, hein, un informaticien, un programmeur doit impérativement toujours commenter ses codes. Hein. On n'écrit pas que pour la machine, on écrit toujours pour des relecteurs. Hein. Et donc, dans tous les langages, bien sûr, dignes de ce nom, il est possible de commenter son code. Et c'est possible, bien sûr, en SQL. Et il faut le faire. Je vous invite à le faire, donc, y compris sur des copies de concours.
Par contre, donc, le symbole est un symbole un petit peu original en SQL. Il n'y en a pas un d'ailleurs, il y en a deux. Hein. Les commentaires en SQL sont marqués par le fait que vous mettez le double signe moins. Alors en début, ou pas forcément en début, mais enfin en tout cas, à partir du moment où vous mettez le double signe moins, je dans un espace, et quelque chose, jusqu'à la fin de la ligne, c'est un commentaire. Donc je vais mettre ici quelques mots qui décrivent ce que fait la requête suivante, et j'arrêterai ensuite la vidéo. Donc je vais mettre les 3 pays les plus, comment dire, les 3 pays dont l'autonomie politique est la plus ancienne. Bon, voilà, je ne précise pas qu'ils vont même être classés. Hein, donc la Chine viendra en premier, puis l'Éthiopie, puis le Japon. Le but est simplement de vous montrer un exemple de commentaire. Mais voilà ici quelque chose de vraiment joli. Hein. Un commentaire, un code indenté, une seule clause par ligne, une indentation cohérente. Bon, ici, la requête étant simple, je n'ai pas besoin de jouer sur plusieurs niveaux d'indentation, mais si j'avais besoin de le faire, je le ferais intelligemment, bien évidemment. Hein, on en a vu un exemple tout à l'heure avec where. Si j'accumule plusieurs conditions, bah, je vais le faire de manière... Il faut que la présentation soit parlante pour le correcteur. Hein. Le point-virgule à la fin, j'y tiens. Hein. Moi, je retire des points, pas beaucoup, enfin je retire 1 point sur 5. Quand vous oubliez le point-virgule, il est possible, voire probable, que vous puissiez tomber sur des correcteurs plus conciliants que moi, mais j'y tiens, ça fait partie des spécifications du langage. Ça n'est pas parce que ça marchera très souvent quand vous oubliez le point-virgule que vous avez le droit de le faire. Hein. Vous n'avez tout simplement pas le droit de le faire. Vous mettez un point-virgule à la fin de votre requête. Par ailleurs, des majuscules, pour tous les mots-clés du langage, ça n'est pas obligatoire, mais vous le faites. Et des tables que vous essayez d'écrire par contre, donc en respectant plutôt la logique, majuscule au début, minuscule pour le reste. Sauf, bon, vous voyez que ici, in depth here, bon, et ça va être la même chose pour surface area, comme ce sont des noms qui sont en fait forgés, donc en mettant bout à bout 2 mots. Bon, bah, voilà, vous avez ici une casse particulière, hein, qui consiste à mettre majuscule au début donc, de chaque mot logique, minuscule ensuite, et puis majuscule pour marquer le début des nouveaux mots. Hein. C'est un système qui est utilisé ici et dans d'autres langages aussi. Voilà. Bien. Alors je précise que bon, nous avons ici des noms de colonnes. Ce sont des noms logiques, ce sont des noms sont un petit peu comme des variables en Python si vous voulez. Donc bien sûr, vous les écrivez tels quels. Ils ont un rôle logique, vous ne les mettez pas entre guillemets. Ceux que vous mettez entre guillemets, ce sont des chaînes de caractères. On en a vu tout à l'heure. Ça n'a absolument rien à voir. Continent, c'est une sorte de variable. Asia, c'est une valeur. Hein, c'est une valeur particulière. Et donc bien évidemment, si vous voulez écrire le mot Asia dans votre requête, on l'a fait tout à l'heure d'ailleurs, c'était exactement ce mot-là, vous le mettez entre guillemets. Que vous l'écriviez en respectant la casse ou non. Hein? Si vous utilisez like pour faire la comparaison, vous n'êtes pas obligé de respecter la casse, vous pouvez l'écrire en minuscule par exemple, mais vous devez quand même le mettre entre guillemets parce que vous travaillez sur une chaîne de caractères. Si vous mettez égal, vous êtes obligé de respecter la casse, mais vous mettez à nouveau des guillemets parce que c'est à nouveau une valeur, une chaîne de caractères que vous mettez entre guillemets. Bien, je pense qu'on a fait un bon tour des requêtes donc simples. Je vais arrêter la vidéo ici et d'autres vidéos suivront avec des requêtes plus complexes. Bien,